Denis Christol, vous êtes chercheur invité à Paris-Nanterre. Vous êtes directeur de l'innovation et du développement de l'Association pour le progrès du management, l'APM, dont l'acronyme est parfois plus connu que le développement d'ailleurs. Vous êtes un passionné par la formation des adultes, par le développement des hommes et des organisations. Vos travaux portent sur les méthodes pédagogiques, sur les apprentissages informels, sur les organisations ou les territoires dits apprenants. Vous évoquez souvent dans vos travaux le développement des managers, le leadership, la capacité également à s'adapter aux nouveaux enjeux. Ça tombe bien puisqu'en 20 minutes, vous allez commencer par nous offrir une forme de panorama de ce qu'est la formation aujourd'hui, mais surtout de ce qui change dans ce panorama de la formation et de la façon dont elle pourrait évoluer demain. Ça va nous permettre d'introduire les différents travaux que vous allez mener en atelier dans quelques petites minutes. Mais d'abord, donc, on essaie de poser le décor, de prendre un petit peu de hauteur, de sortir simplement de ce que l'on vit au quotidien, chacun dans sa maison, chacun dans son territoire, afin de voir de quelle façon ces enjeux de formation évoluent. Vous nous direz d'ailleurs s'ils évoluent très rapidement ou si c'est une évolution finalement qui se fait petit à petit, si on est à la croisée des chemins, quand certains le prétendent, ou si finalement tout n'est fait qu'une forme d'éternel recommencement. Je vous en prie, Denis. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Alors, je suis très ému d'être aujourd'hui présent. C'est la première fois que j'interviens devant une assemblée aussi large. Donc, je vais essayer de donner le meilleur. Voilà. J'ai été présenté et je vais essayer de vous raconter un conte de ce que pourrait être la formation demain. Comme on ne peut pas éteindre la lumière et allumer une bûche dans le coin de cheminée, je vais vous proposer de bien vous installer dans vos chaises, dans vos fauteuils, et puis de vous décontracter le plus possible. Selon le psychologue Jordan Peterson, ce que nous visons détermine ce que nous voyons. Ainsi, se doter de buts ambitieux, altruistes, inclusifs, serait le meilleur moyen de les atteindre. En effet, puisque j'ai ces buts en tête, au fur et à mesure que se rencontrent des situations nouvelles, je suis en mesure de rassembler tous les éléments qui se rapportent à ces buts et d'améliorer mon chemin pour les satisfaire. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Cette loi suggère que nos pensées attirent à nous des événements qui leur correspondent. La loi d'attraction s'explique parce que nous donnons de l'énergie à ce à quoi nous pensons. Et par conséquent, nous trouvons des solutions. Les questions clés qui se posent aux organismes de formation aujourd'hui, c'est de se demander de quels désirs et émotions positives on va pouvoir doter nos actions pédagogiques, nos intentions, pour porter le plus haut des valeurs et des ambitions que nous avons. En ce qui me concerne, actuellement, je suis particulièrement touché et concerné par la question du climat. C'est mon obsession. Paraît-il qu'il y a des mots savants, on parle de solastalgie pour dire cette espèce de peur et d'inquiétude. Donc j'ai cette inquiétude. Lorsqu'on a préparé ce moment, j'ai été assez touché par votre équipe dirigeante, et notamment il y avait dans l'équipe, je crois que c'est Brigitte, et elle me rappelait simplement la mission des MFR. Et je dois dire que ça m'a touché parce que ça a heurté ma vie personnelle, mon histoire familiale. Mon papa était ouvrier et il a dû quitter l'Hérault, dans un coin rural de l'Hérault, dans le parc régional du Haut-Languedoc. Et selon l'usage, il est parti parce qu'il n'y avait pas de travail, hein, il a quitté. Il est devenu ouvrier à Paris, il a fait les 3-8 et moi je suis devenu parisien par hasard. Là, donc moi j'ai 55 ans, j'ai vécu toute ma vie à Paris. Pendant le Covid, j'ai perdu ma maman. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre mon père dans son village. Donc c'est un tout petit hameau, près de Bédarieux. C'est un village qui fait 5000 habitants. Il a perdu 5000 habitants en quelques années. Donc on est passé de 10 000 à 5000 habitants. Il y avait 188 exploitations agricoles. Il en reste 18. Il y a 17% de chômage, 50% des emplois qui restent sur place sont des emplois publics et 50% de la population vit avec le RSA.
Donc moi, je m'installe dans ce village et je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je suis un très modeste Parisien, donc je ne connais rien à l'agriculture, à la terre ou à tout ce qu'on peut trouver dans ce milieu-là. Je suis un étranger. Ma question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que tous ces jeunes sont obligés de partir, puisque tous les jeunes du village partent au fur et à mesure, comme l'avait fait jadis mon père. Et ça n'a pas évolué, ça n'a pas bougé. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que peuvent faire des organismes de formation pour répondre à cela, pour éviter que des jeunes n'aillent s'entasser dans des villes, dans des grandes villes, et puis vivent peut-être des déceptions. Alors, le conte que j'aimerais vous raconter, le rêve que j'aimerais vous raconter, c'est qu'est-ce que pourrait être un organisme de formation? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter sur des territoires? Tout d'abord, il y a la question technologique qui nous vient à l'esprit. Qu'est-ce que peut faire pour la formation et l'éducation? Comment la technologie peut servir les communautés? Tout en faisant qu'on évite que la machinisation des humains ne soit rattrapée par l'humanisation des machines. C'est-à-dire que plus les algorithmes se développent, plus on devient des machines et des presse-boutons. Et en même temps, ces algorithmes, on leur met des avatars, des visages sympathiques, des voix de synthèse aguichantes, mais ça ne fait pas le lien sur le territoire. Donc la question, c'est quelle vigilance on peut avoir sur ces technologies numériques, en particulier en pédagogie, pour qu'elles se mettent au service des humains. On a tous pris un coup de pied aux fesses pendant le Covid et on a dû tous s'y mettre pour pouvoir faire face. Et je crois que vous y avez fait face aussi, comme vous y avez pu, comme tous en fait. La question, c'est est-ce que cette technologie ne peut pas être utilisée pour faire circuler des initiatives? Et si demain, on faisait mieux circuler des initiatives? Ce qui s'invente dans une maison, est-ce que ça ne pourrait pas mieux circuler pour aller vers une autre maison? Ça passe peut-être par plus de confiance dans ce que font les autres, plutôt que de réinventer l'eau tiède. Pourquoi est-ce qu'on se réunit physiquement quand on peut tout faire à distance? On trouve tout sur Internet. On a un problème, on fait un tutoriel. On a une recherche d'informations, on va sur un moteur de recherche. Donc on va tout trouver. Donc peut-être que demain, on va réinventer la qualité de se retrouver les uns avec les autres. C'est peut-être ça le sens de se rencontrer. Du coup, nos espaces d'apprentissage, si c'était de véritables lieux de vie, à quoi ressembleraient-ils? Est-ce que ça serait des tiers-lieux, des lieux polyfonctionnels, des lieux où l'on se restaure, où on dort, où on se rencontre, où on chante? J'avais une fois dans mon équipe un docteur en anthropologie qui avait travaillé avec les aborigènes australiens. Et je lui ai demandé comment se fait-il qu'après 40 000 ans d'existence, existent toujours des communautés d'aborigènes, alors qu'ils ont été colonisés, qu'ils ont subi les pires affres pendant des années et des années. Et il m'a dit, c'est simple, une communauté humaine, eh bien, ce sont des humains qui chantent ensemble, qui dansent ensemble, qui mangent ensemble, qui ont du plaisir ensemble. On se réunit peut-être pour ça. Donc, nos espaces de formation demain, est-ce qu'ils pourraient intégrer du plaisir d'être ensemble, encore plus? Après cette dimension de la technologie, il y a cette question de réapprendre à habiter. Réapprendre à habiter, alors encore une fois, je parle de mon expérience, hein, j'arrive à la campagne et j'apprends que les sols sont pollués, que l'eau vient à manquer, que la fin des rivières commence à se saliniser par manque d'eau. Donc on habite, mais lorsqu'on est urbain, on ne le voit pas. Vous, peut-être, vous le voyez. J'ai vu la source de mon village, ou du moins du village de mon père, qui était de plus en plus tarie, un minuscule filet d'eau. Et à 30 km de chez moi, une petite rivière que je connaissais étant enfant, qui était tarie également. Ça, c'est le réchauffement climatique près de chez soi, ce n'est pas à la télé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réapprendre à habiter les lieux? Et si nos lieux de formation avaient un rôle à jouer pour préserver, protéger, transmettre, apporter un surplus de valeur? Peut-être apprendre par l'enquête, aller rencontrer les autres, avoir une pédagogie itinérante, aller
au-devant des anciens qui savent, qui ont des connaissances. Apprendre à occuper sa juste place, à faire valoir ses idées, apprendre des choses pratiques et ancrées dans le réel. Je pense que ça pourrait être ça, un lieu de formation demain. Une troisième idée qui me vient, c'est l'idée de la coopération, du co-développement, de la co-conception. Donc, est-ce que nous ne serions pas en train d'entrer dans le monde du co, où seul on ne peut pas faire grand-chose, mais à plusieurs il est possible d'agir? Peut-être connaissez-vous la doctrine de l'Ubuntu. C'est une doctrine sociale sud-africaine qui dit que on ne peut pas être heureux si les autres ne sont pas heureux autour de soi. Et moi, je transpose cette doctrine à l'apprenance. On ne peut pas apprendre pleinement si les autres n'apprennent pas autour de soi. La question que je me pose, c'est ne devrait-on pas aller vers des communautés plus inclusives? Et si nos communautés devenaient plus inclusives? Si le dernier arrivé était le leader, celui qu'on suit, et non pas celui qui doit faire des preuves pour pouvoir s'intégrer. Peut-être que nous devrions faire plus d'efforts pour accueillir les nouveaux, ceux qui sont en marge, et leur donner une place particulière. Peut-être que des communautés où celui qui porte une intention, une idée, gagnerait à aider ces idées, ces projets, faire grandir un esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat, oser rêver grand. Quel que soit le statut de la personne, son pouvoir ou ses moyens financiers, est-ce que le rôle d'une communauté, ça n'est pas d'aider ceux qui ont envie? Une quatrième idée que je placerai dans ce rêve d'organisme de formation du futur, c'est de cultiver une pédagogie qui rende capable d'agir. Vous avez peut-être entendu parler de ce prix Nobel de la paix qui s'appelle Amartya Sen. Vous avez 26 prix Nobel d'économie qui ont été remis. Il y en a 3 qui ne sont pas dans les écoles néolibérales capitalistes. Amartya Sen en fait partie. Amartya Sen, il a observé une famine en Inde et il ne comprenait pas pourquoi il y avait une famine alors que l'Inde a toutes les ressources alimentaires nécessaires. Donc, il y avait des ressources, mais nous ne savions pas les utiliser. Les personnes qui mouraient de faim ne savaient pas réclamer leurs droits, ne savaient pas se mettre en avant. Amartya Sen a dit « Il est important de ne pas avoir simplement des droits fictifs, des potentiels ou des capacités fictives, mais il faut que ça soit mis en œuvre. » Il a inventé un nouveau mot pour ça. Il parle de capabilité. Excusez-moi du gros mot. J'ai droit à un gros mot, hein, pas plus, c'est promis. Il parle de capabilité, c'est-à-dire de capacité qu'on peut vraiment mettre en œuvre. Du coup, une pédagogie qui crée des ressources et qui permette de les mettre en œuvre nécessite un autre regard de la part des formateurs, des moniteurs, de toute personne qui assure une médiation éducative. Il s'agit d'aider l'autre à aller chercher au fond de lui-même les ressources pour agir. Le philosophe Bergson nous dit d'ailleurs qu'il y a plus en soi-même qu'on ne pense pouvoir y trouver. Peut-être c'est une pédagogie du défi qu'on peut se proposer d'innover demain. Une pédagogie dans laquelle on s'engage à apprendre ensemble alors qu'on n'est pas sûr de trouver les réponses. J'ai en mémoire l'histoire de quelques grands-mères du hameau dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un tout petit hameau dans lequel vit mon papa, un petit peu éloigné du village, une trentaine d'habitants, un vieux prieuré du XIIe siècle, et ce prieuré menace ruine. Et les grands-mères du village, elles sont attachées à ce prieuré. Elles ne sont pas forcément croyantes, mais elles aiment ce prieuré parce qu'il est là depuis toujours. Et elles font des gâteaux et elles le vendent à la sortie de l'église. Et moi, je vais les voir et je leur dis « Est-ce que vous seriez d'accord pour que vous me donniez vos recettes et que je fasse un livre de recettes de cuisine ?» Elles me disent « Tu peux toujours essayer. » Je prends ces recettes et je fabrique un livre de cuisine. Et ces grands-mères, qui étaient parfois en fauteuil roulant ou en canne ou pas tout en bonne santé, se sont mises à vendre les livres. Elles en ont vendu plus de 5000 de bouche à oreille à 30 personnes. Alors là, c'est une leçon d'intelligence collective que j'ai prise.
Parce que j'ai observé que lorsqu'on avait une question puissante, une détermination pour quelque chose qui nous tient à cœur, alors les choses deviennent possibles. L'argent des livres n'a pas suffi à restaurer le clocher, mais a permis d'avoir la confiance du maire du village. Et la confiance du maire du village a permis d'avoir des subventions du conseil départemental. Et le conseil départemental a pu obtenir le complément auprès du conseil régional. C'est un effet levier qui s'est opéré par l'énergie de quelques personnes sur lesquelles nul n'aurait misé. Je pense que demain, les organismes de formation devraient s'intéresser au bien commun. Et si nous nous intéressions au bien commun, qu'est-ce qu'on peut servir dans notre communauté, dans notre proximité? Aujourd'hui, après avoir été sevré de nature, je me lance dans l'apprentissage de la permaculture, de l'arboriculture. J'essaye de faire pousser des tomates. Alors pour moi, c'est difficile, mais je m'accroche. Et je sens qu'il y a quelque chose de très fort dans le monde du vivant qui peut nous inspirer, qui peut nous amener à repenser ce qui est important dans nos vies. Et si nos activités pédagogiques devaient plus se tourner vers le vivant? On parle de biomimétisme, l'imitation du vivant pour nous inspirer, pour nous donner de l'énergie à penser le monde différemment, s'inspirer de la façon dont une forêt pousse naturellement. Il n'y a pas d'architecte de la forêt, et pourtant la forêt occupe sa place tout à fait spontanément. Je suis de plus en plus convaincu qu'apprendre et vivre sont deux mots exactement interchangeables. On ne peut pas apprendre sans vivre et on ne peut pas vivre sans apprendre. Nous avons une nature magnifique. Utilisons cette nature, prenons de l'énergie de cette nature, développons nos valeurs humaines, travaillons plus encore en matière de dialogue. Je suis persuadé que la façon dont on apprend ensemble, les uns avec les autres, fabrique de la qualité relationnelle qui va se ressentir dans nos entreprises, mais également dans les débats qu'on peut avoir. On voit les débats politiques houleux, on a l'impression qu'on ne dialogue plus les uns avec les autres. Je suis intimement persuadé que si nous réussissons à prendre plus le dialogue, l'écoute sera un impact non négligeable sur nos façons de vivre en société. On peut probablement faire de nos projets éducatifs des espaces d'utopie qui, comme la visée de Peterson, tendent vers de plus en plus de potentiel atteignable pour le bien de tous. Alors comment faire la formation de demain? Peut-être rassembler les énergies, rassembler les motivations, peut-être même rassembler les âmes, si je peux utiliser ce mot sans connotation religieuse. Il y a probablement la nécessité de prendre le temps de s'écouter pour trouver la question authentique, la question qui nous importe, une question puissante qui nous donne envie d'avancer ensemble, quelque chose de suffisamment ambitieux qui nous conduise à apprendre ensemble. Se préparer et le moment venu se réunir et vivre des temps forts, vivre des expériences irréversibles de coopération créative, c'est-à-dire des moments où, en équipe, on est en capacité de dépasser les difficultés que nous nous donnons dans nos têtes et d'atteindre des résultats inespérés. Tout cela pour faire grandir la cause. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Enfin, j'aimerais, pour terminer, donner une dernière citation, un dernier dicton mexicain. Certains d'entre vous sont des innovateurs, à quelque niveau qu'ils soient. Ils proposent des choses nouvelles, ils osent. Et de temps en temps, c'est difficile, parce qu'il y a toujours les contraintes des administrations, des budgets, des moyens, des calendriers. Je vous dis ça en connaissance de cause, j'ai travaillé dans la fonction publique territoriale pendant des années, et puis actuellement dans le monde des PME, et donc il faut faire avec les ressources qu'on a, c'est toujours comme ça. Eh bien, accrochez-vous, continuez à innover, développez tout ce que vous pouvez. Gardez en tête ce proverbe mexicain qui dit « Ils ont voulu nous enterrer, ils ont oublié que nous étions des graines ». Merci à vous. Merci Denis. Merci beaucoup.
Merci pour ces propos introductifs.